Donc, le sujet de ma présentation est la diversité des agresseurs sexuels. Au cours de la journée, M. Bébin, dès le début de sa présentation, a parlé de la diversité des agresseurs sexuels. M. Pham également a parlé de cette question-là. Il y a un concept qui s'appelle, au niveau de l'intervention, le concept de l'intervention différentielle. C'est-à-dire que si on veut avoir une intervention efficace avec des personnes judiciarisées, efficace en termes de réinsertion sociale, efficace en termes de réduction des taux de récidive, il faut aborder le problème criminel avec des cibles d'intervention qui sont différentes selon chaque personne. Si on regarde les agresseurs sexuels, si on prend les médias, il y a comme une espèce de... Tantôt, on parlait de... Dans le public, si on pose la question, quel est le taux de récidive des agresseurs sexuels? Il y a environ 2-3 ans, j'étais dans une soirée et un juge qui était présent, un juge à la retraite, on commence à discuter de la récidive des agresseurs sexuels et je lui pose la question, à votre avis, quel est le taux de récidive chez les agresseurs sexuels? Il me donne un chiffre de 70 %. 70 % pour un juge, imaginez la perception qu'on peut avoir dans la population. Lorsqu'il y a un crime sexuel qui est médiatisé, ça donne l'impression d'une ampleur du phénomène qui dépasse la réalité. On a évoqué différents chiffres aujourd'hui. Si on regarde les plus récentes méta-analyses, comme celle de Carl Hansen, on parle pour des échantillons d'environ 30 000 agresseurs sexuels. On parle des taux de récidive d'à peu près 20 %, 17, 20 %. Donc, quand même, après 5 ans, c'est un nombre, oui, important de récidivistes, 20 %, mais la récidive n'est pas distribuée de façon égale chez tous les types d'agresseurs sexuels. De nouveau, M. Bébin en parlait ce matin. Chez les incestueux, on a des taux de récidive d'environ 2 à 3 %, alors que chez certains pédophiles qui préfèrent les jeunes garçons, pédophiles homosexuels, non familiers, on peut avoir des taux de récidive de 50-60 %. J'ai vu des patients dans cette catégorie-là qui étaient à leur 7e sentence lorsque je les ai vus à l'Institut Philippe-Pinel de Montréal en traitement. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut Philippe-Pinel, c'est un hôpital psychiatrique sécuritaire qui traite, entre autres, des agresseurs sexuels et des patients psychiatriques qui présentent des problèmes de violence. Donc déjà, en termes de juste cette variable de la récidive, on parle de 2 à 3 % de récidive pour les pères incestueux qui agressent leurs filles, versus 50, 60, 70 % de récidive chez certains pédophiles homosexuels. J'ai eu un cas il y a peut-être une dizaine d'années d'un patient qui avait agressé plus de 1200 jeunes garçons. Donc ici, on parle vraiment d'un groupe d'agresseurs sexuels très actifs, multirécidivistes. Donc la diversité, la multiplicité des profils chez les agresseurs sexuels, je vais vous la présenter selon une perspective chronologique. Chronologie dans l'évolution des théories par rapport à l'agression sexuelle. Parmi les premières théories, on parlait d'un facteur unique, qui était la préférence sexuelle. Le principe de base était simple. Si une personne agresse sexuellement un enfant, si un homme viole une femme, c'est parce qu'il a une préférence sexuelle pour le viol, il a une préférence sexuelle pour les enfants. Afin de vérifier cette hypothèse, une série d'études ont été réalisées avec une méthode qui est peu courante en France, qui s'appelle la phallométrie. Phallométrie, ça consiste à présenter des bandes sonores qui décrivent des rapports sexuels entre des adultes consentants, des rapports sexuels avec des enfants, avec différents niveaux de violence, des viols de femmes adultes, de la violence non sexuelle, et ça permet d'évaluer. La personne est branchée sur un polygraphe et il y a des mesures de la réponse pénienne qui permettent d'évaluer la réponse pénienne lors de la présentation des différentes bandes sonores. Les différentes études qui ont été réalisées avec la phallométrie ont démontré qu'il y avait une très grande diversité de profils des préférences sexuelles chez les délinquants sexuels. Commençons avec les agresseurs sexuels d'enfants. Déjà, parmi les agresseurs sexuels d'enfants, oui, il y en a un nombre plus important que chez les violeurs, ceux qui agressent des femmes adultes, qui ont un profil déviant. Si on prend, on peut dire, un ensemble d'études, on va parler d'environ 50 % des agresseurs sexuels d'enfants qui ont une préférence pour les enfants. Les autres, soit
qu'ils ont une excitation équivalente pour les enfants ou pour les adultes. Et finalement, un dernier groupe très important qui préfère les adultes dans des contextes consentants, pour une série de raisons qu'on va aborder un peu plus loin, vont avoir des contacts sexuels avec des enfants. Donc oui, il existe un groupe d'agresseurs sexuels qui ont une préférence sexuelle vers les enfants, et cette préférence-là va, disons, favoriser fortement la récidive. En fait, dans une méta-analyse de Carl Hansen, publiée en 1998, le meilleur prédicteur de la récidive était une préférence sexuelle déviante, donc envers les enfants plus particulièrement. Donc, 3 grands profils de préférence sexuelle chez les agresseurs d'enfants. Ceux qui ont effectivement une préférence sexuelle pour les enfants, qui sont plus excités sexuellement par les enfants que par les adultes. Ceux qui sont, on pourrait dire presque indifférents, adultes, enfants, qui sont excités, et ceux qui préfèrent les adultes et qui vont choisir des enfants pour d'autres motifs dont je vais parler plus tard. Chez les agresseurs sexuels de femmes, le portrait est un peu plus complexe. Chez les agresseurs sexuels de femmes, il y a environ 25 % seulement qui présentent une préférence sexuelle pour le viol. Déjà, dans les premières études, ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait à peu près les 2/3 des études qui nous disaient que les violeurs n'ont pas de préférence sexuelle déviante. Et il y en a seulement qu'un sous-groupe, ceux qui sont dans des hôpitaux psychiatriques comme l'Institut Philippe Pinel, donc des hôpitaux psychiatriques sécuritaires ou des pénitenciers à sécurité élevée. Effectivement, chez les agresseurs sexuels de femmes, le pourcentage qui présente une préférence sexuelle déviante, habituellement les sadiques, est heureusement limité. On parle de 25 %, mais ça fluctue énormément. Il y a des institutions à faible sécurité où on va parler environ de 5 % d'agresseurs sexuels de femmes sadiques, alors que dans une institution psychiatrique à sécurité maximale, comme l'Institut Philippe Pinel, on a environ 60 % des agresseurs sexuels de femmes qui sont classés comme sadiques. Donc, chez les agresseurs sexuels de femmes, une portion moins importante présente une préférence sexuelle déviante, mais on constate que malgré ce nombre restreint, il y a quand même une diversité parmi ceux qui ont une préférence sexuelle déviante. Un exemple pour vous illustrer cette diversité. Lorsque pour mieux vous situer, je suis professeur à l'École de criminologie à l'Université de Montréal, je suis psychologue de formation et j'ai travaillé en parallèle pendant 25 ans à l'Institut Philippe Pinel dans le programme de traitement pour agresseurs sexuels. Nous avions en traitement un certain nombre d'agresseurs de femmes qui nous disaient qu'ils se masturbaient régulièrement avec des fantaisies dans lesquelles ils imaginaient qu'ils violaient des femmes. Toutefois, lorsqu'on a fait leur évaluation phallométrique, on a constaté qu'il y avait un profil qui semblait normal, c'est-à-dire qu'ils étaient plus excités par les rapports consentants entre un homme et une femme que par le viol qui comportait de la sexualité et de la violence physique. Lorsqu'on a interrogé sur ces patients-là pour tenter de comprendre la divergence qu'il y avait entre leurs propos, comme quoi ils étaient plus excités par le viol que par le consentement, un élément qui est sorti, qui a été particulièrement intéressant, c'est que chez les agresseurs sexuels de femmes, certains, oui, préfèrent un viol avec de la brutalité, de la violence physique, mais un certain nombre préfèrent un viol avec de l'humiliation. L'élément central, c'est de dégrader, d'humilier la femme physiquement, en le faisant marcher à 4 pattes, en lui mettant un collier, en le faisant boire dans une toilette. Ça peut aller jusqu'à déféquer sur la femme. Aussi, ça peut être des insultes verbales, lui dire que c'est une putain, lui dire je vais te payer après l'avoir agressé. Donc, l'humiliation verbale, l'humiliation physique était l'élément excitant et non pas le côté violence physique. Donc, premier facteur explicatif, les préférences sexuelles déviantes. Oui, c'est un facteur qui joue pour comprendre la diversité parmi les agresseurs sexuels, dans la mesure où un certain nombre d'entre eux ont une préférence sexuelle déviante, mais bon nombre d'entre eux n'ont pas de préférence sexuelle déviante. Donc, les chercheurs ont commencé à se poser des questions sur si une personne préfère les contacts sexuels avec des adultes sans violence, qu'est-ce qui fait que certaines de ces personnes vont commettre des agressions sexuelles? Donc, une des hypothèses qui ont été émises par la suite, c'est que ces agresseurs sexuels-là,
même s'ils n'ont pas une préférence sexuelle déviante, vont présenter des déficits quant aux habiletés sociales. C'est-à-dire que même s'ils préfèrent avoir un contact sexuel avec une femme adulte, s'ils sont incapables, s'ils sont trop mal à l'aise, trop timides, trop mal dans leur peau pour entrer en contact au niveau interpersonnel avec une femme, ils n'ont pas suffisamment confiance en eux sur le plan sexuel pour s'engager dans une relation amoureuse et sexuelle avec une femme. Pour eux, l'option de l'enfant est une voie plus facile. L'option du viol est une voie plus facile. Pourquoi? Dans la mesure où avec l'enfant est plus facile à manipuler. L'enfant est plus facile aussi au niveau de son évaluation de la performance sexuelle. L'enfant n'évaluera pas sa performance sexuelle de manière négative. Et même certains violeurs vont dire, c'est plus simple, dans le fond, j'ai un désir sexuel, je prends une femme, elle fait ce que je veux, donc je n'ai pas à me remettre en question l'agression. Donc, deuxième série de facteurs, un deuxième facteur qui a été identifié, qui est celui des habiletés sociales. Sur cette question, les études empiriques sont assez claires. Bon nombre d'agresseurs sexuels d'enfants sont beaucoup plus à l'aise avec les enfants qu'avec les adultes. Il y a même, pour eux, ils vont parler du bienheureux monde des enfants. Un bon nombre de pédophiles, surtout les pédophiles fixés, donc ceux qui ont une préférence sexuelle déviante, nous affirment régulièrement qu'avec les adultes, ils sont mal à l'aise, les adultes les jugent, les adultes les critiquent, les adultes ne les aiment pas, alors que les enfants sont affectueux, sont spontanés, sont chaleureux, ils se sentent appréciés, aimés par les enfants. Donc, les études empiriques ont démontré que les bons nombres d'agresseurs sexuels d'enfants étaient beaucoup plus à l'aise avec les enfants qu'avec les adultes. Et avec les adultes, avaient beaucoup de difficultés à prendre leur place, à s'affirmer, à affirmer leurs besoins, mais également à affirmer leurs limites. Pour ce qui est des agresseurs sexuels de femmes, les résultats sont beaucoup moins clairs. C'est-à-dire que oui, ils présentent certains déficits au niveau des habiletés sociales, sauf qu'ils ne se distinguent pas des criminels non sexuels. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une approche plutôt plus brusque, ils vont utiliser plus la menace, la coercition que la négociation. Mais à ce niveau, ils ne se distinguent pas de certains criminels violents non sexuels ou de certains violents. Donc, de nouveau, les agresseurs sexuels d'enfants se distinguent par une proportion beaucoup plus grande qui, en plus de leur déficit, plutôt leur préférence sexuelle déviante, présentent également des difficultés au niveau des habiletés sociales. Autre facteur qui a été proposé, celui des distorsions cognitives, des croyances qui favorisent l'agression sexuelle. Il y a une association américaine qui s'appelle NAMBLA, qui s'appelle North American Man-Boy Love Association. Leur devise, c'est « After 8, it's too late ». Autrement dit, après 8 ans, c'est trop tard pour débuter à avoir des contacts sexuels. Et dans leur perspective, un contact sexuel avec un adulte compétent sexuellement, c'est la meilleure personne pour initier un enfant à la sexualité. Donc, il y a des distorsions cognitives qui sont relativement courantes, les études empiriques de Kunze-Stermack, qui indiquent que bon nombre d'agresseurs sexuels d'enfants ont des croyances de deux ordres. Premièrement, que l'enfant retire un plaisir des contacts sexuels avec les adultes, et deuxièmement, que ces contacts sexuels-là avec un enfant ne sont pas dommageables pour l'enfant. Donc, l'enfant a du plaisir, l'enfant peut même être actif à solliciter l'adulte, et il n'y aura pas de conséquences de séquelles pour l'enfant. Chez les violeurs, les distorsions cognitives, comme quoi une femme qui se fait violer, c'est une femme qui l'a provoqué, c'est dans une certaine mesure présent, mais de nouveau, il ne se distingue pas des criminels non sexuels. Donc, pour ce qui est des violeurs, jusqu'à maintenant, il semble peut y avoir des facteurs explicatifs qui jouent pour expliquer le passage à l'acte. Des changements de paradigme dans les années 80-90, une emphase sur les composantes émotives de l'agression sexuelle. Donc, on a parlé de préférence sexuelle, les pédophiles se distinguent, on a parlé de déficit au niveau des habiletés sociales, les pédophiles se distinguent, on a parlé de distorsion cognitive, de nouveau, ils se distinguent. Qu'en est-il des facteurs émotifs? Un certain nombre de cliniciens ont noté que peu de temps,
quelques heures, parfois dans les jours qui précèdent le passage à l'acte, chez beaucoup d'agresseurs sexuels, on retrouve des affects dysphoriques intenses. Ça peut être la colère, ça peut être la solitude, ça peut être la dépression, l'anxiété. Des affects négatifs qui peuvent être interprétés comme un précurseur du passage à l'acte. Il y a un auteur, Marshall, qui a proposé un concept intéressant, qui est celui de la sexualisation des conflits. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'agresseurs sexuels, les émotions négatives qu'ils vont vivre dans leur quotidien, dans leur rapport interpersonnel, ils ne seront pas capables de le gérer d'une manière prosociale et la sexualité, déviante comme non déviante, peut être un moyen pour gérer ces émotions négatives. Une personne peut être anxieuse à cause de difficultés au travail ou au niveau de son couple, et elle peut utiliser la pornographie, la masturbation compulsive avec la pornographie pour gérer ses émotions négatives. La personne peut être en colère, elle peut utiliser des fantaisies dans lesquelles il y a une sexualité violente, une fantaisie de viol, pour exprimer sur un mode fantasmatique sa colère en se masturbant avec une fantaisie de viol. Donc, un certain nombre de liens entre les émotions, la solitude. Chez certains pédophiles homosexuels, le sentiment de solitude va être géré par une masturbation avec une fantaisie dans laquelle non seulement il y a un contact sexuel, mais il y a un lien amoureux. Un bon nombre d'agresseurs sexuels d'enfants vont avoir l'illusion d'être en amour avec l'enfant et leur fantaisie, donc lorsqu'ils vivent un fort sentiment de solitude, leur fantaisie va avoir une composante à la fois romantique et sexuelle. Romantique dans le sens de, il y a à la fois un désir de rapprochement affectif avec l'enfant, en plus du désir purement sexuel. Donc, afin de vérifier cette hypothèse-là de la sexualisation des conflits, il y a un certain nombre d'études qui ont été menées, entre autres à l'Institut Philippe Pinel et en Ontario, par des chercheurs qui travaillent au Service correctionnel du Canada, sur le lien entre les affects négatifs et les fantaisies. Pour illustrer, je vais vous parler d'une des études que j'ai faites avec un de mes collègues, Audrey McKibben, dans laquelle des agresseurs sexuels devaient, pendant une période d'environ 2 mois, noter à chaque jour s'ils avaient vécu des conflits, si leur humeur était de manière générale plus négative que d'habitude, s'ils avaient eu des fantaisies sexuelles déviantes et non déviantes, quelle était la nature des émotions négatives ressenties. Et un des constats importants de l'étude, c'est que lorsque les agresseurs sexuels, autant les violeurs que les pédophiles, j'utilise violeurs pédophiles, je réfère aux agresseurs sexuels d'enfants ou agresseurs sexuels de femmes. C'est plus cool d'utiliser ces termes-là, mais même si ça peut porter à confusion. Les résultats, en fait, on a fait 2 études et les résultats vont toujours dans le même sens. Et en Ontario, ils ont obtenu exactement les mêmes résultats. Lorsque les agresseurs sexuels ont des émotions négatives, il va y avoir augmentation importante du recours aux fantaisies sexuelles déviantes, mais également de la sexualité non déviante, donc une masturbation avec des fantaisies non déviantes. Donc, les émotions négatives qu'on a retrouvées principalement chez les agresseurs sexuels de femmes, la colère et l'humiliation. Un exemple classique, les patients vont faire du sport, un patient n'est pas très habile dans le sport et un autre patient lui fait une remarque du style « Tu devrais te retirer du jeu plutôt que de nous faire perdre, tu joues comme un pied, tu nous fais honte. » Donc, il se fait humilier devant les autres par un autre patient lors d'une activité sportive. 1 heure plus tard, il se retrouve seul dans sa chambre, il se masturbe avec une fantaisie de viol dans laquelle il va humilier une femme. Donc, pour ce patient-là, l'humiliation qu'il ressent au quotidien est gérée via une fantaisie sexuelle déviante qui, à l'extérieur, pourrait en venir par une actualisation dans une agression sexuelle. Chez les pédophiles, on retrouve plutôt des sentiments de solitude et d'anxiété. Il y a également de l'humiliation chez les pédophiles, il y a également de la solitude chez les violeurs, mais la dominante chez les agresseurs sexuels d'enfants, la solitude et l'anxiété. Pour eux, le contact sexuel avec un enfant, surtout les pédophiles fixés, ça devient un mode privilégié pour répondre à une diversité de besoins que, normalement, ils devraient répondre avec un adulte consentant, des besoins d'ordre émotif et des besoins d'ordre sexuel.
Donc, on voit qu'il y a une série de facteurs. Il y a également des études qui ont démontré, dans les années 80-90, le rôle de la personnalité antisociale, de la psychopathie. En fait, un des groupes criminels qui présentent les plus hauts taux de récidive, les plus hauts taux de psychopathie, c'est présenté dans l'ouvrage de M. Pham et de M. Côté. C'est les agresseurs sexuels de femmes qui, si mon souvenir est bon, ont environ 45 à 50 %, on retrouve environ 45 à 50 % de psychopathes chez les agresseurs sexuels de femmes, alors que chez les pédophiles, ceux qui agressent des enfants, c'est parmi les taux les plus faibles. Je ne me trompe pas, c'est environ 5 % chez les agresseurs sexuels d'enfants. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est de cet ordre-là, 5 % versus environ 45 %. Donc, on voit de nouveau une très grande variété en termes de profils psychopathologiques. Chez les psychopathes sont beaucoup plus présents chez les agresseurs sexuels de femmes. Chez les agresseurs sexuels d'enfants, on a plutôt d'autres profils de personnalité, entre autres, trouve la personnalité dépendante, trouve la personnalité évitante, alors que chez les agresseurs sexuels de femmes, on a bon nombre de psychopathes, d'états limites, et les sadiques, on a un profil particulier. Je vais y revenir peut-être plus tard, s'il me reste combien de temps environ? 10 minutes. Il ne faut pas me dire... 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes, parfait. Très bien, merci. Donc, les études, on pourrait dire, de 1960 à 1990 ont permis d'identifier un certain nombre de facteurs explicatifs au niveau cognitif, au niveau émotif, au niveau des préférences sexuelles, également au niveau de la psychopathologie, principalement des troubles de personnalité antisociales et chez les violeurs, dépendants chez les pédophiles. Toutefois, cet assortiment de facteurs, même s'ils permettent d'illustrer la diversité des agresseurs sexuels, présente certaines limites. Peut-être deux autres éléments avant d'aborder les processus qui mènent au passage à l'acte. On a fait une étude sur la carrière criminelle des agresseurs sexuels et on a constaté que chez les agresseurs sexuels de femmes, environ 30 % de leurs crimes sont de nature sexuelle. Donc, les crimes sexuels, c'est environ le tiers de leur activité criminelle. Alors que chez les agresseurs sexuels d'enfants, c'est environ 2/3 de leurs délits. Donc, on voit qu'il y a quand même une bonne différence en termes de spécialisation. Les violeurs pourraient être plus considérés comme des généralistes qui vont commettre des délits sexuels, sauf un sous-groupe qui est les sadiques, qui est un sous-groupe, c'est à peu près 10-15 % des agresseurs sexuels de femmes, alors que chez les agresseurs sexuels d'enfants, il y a un beaucoup plus grand nombre de spécialistes dans les délits sexuels, et entre autres, on parle à peu près de 50 % qui présenteraient une préférence sexuelle déviante. Donc, les données sur la carrière criminelle, il y a vraiment un profil très différent, plutôt des généralistes chez les violeurs, plutôt des spécialistes chez les pédophiles. Donc, une fois présentée la diversité des facteurs, donc des facteurs émotifs, cognitifs, préférences sexuelles, comment aborder la question du processus? Le premier modèle qui a été présenté, c'est un modèle qui a été présenté par M. Peiters, c'est le modèle de la prévention de la récidive. Son modèle, c'est une séquence de 5 composantes. Premièrement, un affect négatif intense. Tantôt, on a parlé de colère, d'humiliation, d'anxiété, de solitude, qui va être suivi de fantaisies sexuelles déviantes, fantaisies qui vont être suivies de distorsions cognitives. Donc, si j'essaie de faire une histoire, la personne a un affect négatif, il va utiliser les fantaisies déviantes comme stratégie pour gérer ses affects négatifs. Une fois la fantaisie présente, l'excitation sexuelle présente, les distorsions cognitives vont venir, je dirais, favoriser le passage à l'acte. Donc, il est excité par un enfant, il se sentait seul, il commence à avoir des fantaisies sur des enfants, il commence à penser, si j'ai un contact avec un enfant, il va prouver du plaisir, je ne fais pas de dommages à cet enfant. Il commence à planifier son crime et il passe à l'acte. Un modèle qui était largement utilisé pour une modalité de traitement de type cognitivo-comportemental, qui est le groupe de prévention de la récidive. On a parlé à plusieurs reprises des traitements aujourd'hui. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, au Canada, les études qui portent sur l'efficacité des traitements pour les agresseurs sexuels, on parle d'environ 17 à 18 % de récidive chez les agresseurs sexuels non traités, alors que ceux qui sont traités avec des programmes cognitivo-comportementaux qui incluent dans bien des cas
une modalité de prévention de la récidive, on tombe à environ 11 % de récidive. Le traitement, ce n'est pas miraculeux, mais passer de 17 % à 11 %, si on parle de réduction de nombre de victimes, c'est quand même majeur, surtout qu'on considère que chez certains agresseurs sexuels d'enfants, la récidive, ce n'est pas pour une victime. La récidive, c'est 5, 10, 20, parfois 40 victimes.